Aurais-je imaginé que je me trouverais là, une mine de stylos plantée sur ma peau? D'une plume à l'autre, votre émission littéraire vous invite à la rencontre d'un auteur à travers ses écrits, les mardis à 10h et jeudi à 15h, sur Radio Coquelicot 99 FM, votre radio du Val-de-Sioule. Je suis une feuille blanche, je ne demandais rien qu'à rester sur mon arbre et attendre la fin. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans votre émission littéraire d'une plume à l'autre, Monique Claire, ou plutôt Monique Sauvanet. Monique, vous présentez aux auditeurs de Radio Coquelicot? Oui, alors donc mariée, 3 garçons. J'étais éducatrice de jeunes enfants. Maintenant, je vais bientôt fêter mes 60 ans, donc je commence ma seconde vie du temps libre. Du temps libre. Est-ce qu'on en a du temps libre? Oui, et donc je signe Monique Claire, c'est un petit clin d'œil à mon nom de naissance. Je m'appelle Lair, et donc mes amis, quand j'avais 17-18 ans, m'avaient trouvé très rigolo de m'appeler Monique Claire. Donc voilà, j'ai repris ce nom de Monique Claire. Voilà. Alors, nous sommes dans les studios de Radio Coquelicot. Vous êtes bien dans les studios de Radio Coquelicot. Vous vous sentez particulièrement bien aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, tout simplement que devant moi, j'ai 2 livres, dont un que j'ai lu, donc, qui s'appelle « En attendant les coquelicots ». Et bien voilà, vous les avez attendus et vous y êtes. C'est un récit de vie, alors une belle couverture avec des coquelicots. Une très très belle couverture. En attendant les coquelicots de Monique Claire, c'est un récit de vie. Et après, nous parlerons d'un autre livre que vous avez écrit, Sans raison apparente, toujours de Monique Claire, et c'est un roman. Mais on va se pencher sur ce livre En attendant les coquelicots. Alors, récit de vie, on en a tous ces récits de vie. Mais c'est quoi? C'est particulier, Eh bien, voilà, c'est ma période. Je l'ai écrit au moment où j'ai appris que j'avais un cancer. Disons que j'ai commencé à cette époque-là. Bon, j'ai toujours écrit. Je crois que j'ai même commencé à écrire dans ma tête avant de savoir lire et écrire. J'ai toujours aimé écrire, en fait. Et là, c'était un peu comme un besoin. Et ça a commencé. Il y a eu un concours de nouvelles sur des récits de vie, justement. Donc, voilà, je me suis lancée. J'ai écrit cette petite nouvelle. Je suis arrivée 2e au prix du récit. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas si mauvais ce que j'écris. Et donc mes proches m'ont dit, il faut maintenant que tu approfondisses, que tu décrives vraiment ce que tu as rencontré, comment tu as appris. Voilà, donc on va revenir dans votre livre, bien entendu, en attendant les coquelicots. Et alors, j'en ai un autre que vous m'avez confié tout à l'heure, que vous m'offrez, je vous en remercie, mais que je n'ai pas lu, puisque ça fait 10 minutes que je l'ai, il s'appelle Sans raison apparente. Alors, nous en parlerons, mais là, c'est vous qui en parlerez tout à l'heure, parce que moi, je ne peux pas en parler. Donc, avant de continuer, de rentrer dans votre livre, nous allons marquer une pause musicale. Il a un rire de voyou dans le fond des yeux, ses amis, il a le cœur au bord des coups. Le gitan, un peu renard, un peu loup, il sort le jour ou bien la nuit, ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan que tu ne connais pas, il aurait pu être un grand matador. Un voleur de boules, un jeteur de sorts, prendre une guitare, être musicien, mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Il ne sait pas d'où il vient, mais il sait toujours où il va, il a des milliers de cousins. Le gitan, il a couru les chemins, Sainte-Marie ou Guernica, pour venir dormir à Saint-Ouen. Le gitan que tu ne connais pas, souvent je deviens, mon ciel c'est le sien. Je suis comme lui, j'ai plus de pays, j'ai plus de maison, je n'ai plus de nom. C'est toi qui as raison, il y a plein d'horizons.
Il a toujours l'air heureux, les chagrins, lui, il n'en veut pas. Il les jette au milieu d'un feu. Le gitan, l'amitié n'est pas un jeu. Quand il donne, il ne reprend pas. Il sait couper son cœur en deux. Le gitan que tu ne connais pas. Il aurait dû être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts. Prendre une guitare, être musicien, mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Souvent je deviens, mon ciel c'est le sien. Je suis comme lui, j'ai plus de pays, j'ai plus de maison, je n'ai plus de nom. C'est toi qui as raison, il y a plein d'horizons. Il a un rire de voyou, dans le fond des yeux, ses amis. Il a le cœur au bord des coups. Le gitan, un peu renard, un peu loup. Il sort le jour ou bien la nuit. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan que tu ne connais pas. Il a le cœur au bord des coups. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan que je connais pour toi. Donc nous retrouvons Monique Claire après cette chanson Le Gitan. Je ne vous cacherai pas que nous avons chanté dans le studio. Alors, cette chanson, pourquoi J'ai toujours pensé, moi, que j'avais un peu de sang gitan dans les veines. Et puis maintenant que régulièrement on part sur les chemins de Compostelle, on a même pensé effectivement à vendre notre maison et à partir à longueur d'année, en fait. Hein. C'est quelque chose qui fait son chemin, lui aussi. Oui, parce qu'il faut quand même tout dire. Je dis tout aux auditeurs Oui. de Radio Coquelicot. C'est que vous êtes arrivé dans le studio il y a 1 heure, et depuis 1 heure, avant le début de cette émission, on est parti sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Alors on a dit, on va peut-être bien la faire, cette émission quand même. Et on l'a fait, mais j'ai appris beaucoup de choses et on n'a peut-être pas fini finalement. Donc, en attendant les coquelicots de Monique Claire, c'est un récit de vie. Alors, vous avez écrit ce livre suite à une maladie Voilà. que vous avez apprise. Quelle était donc cette maladie? C'était le cancer. Un cancer, on peut dire doux. Oui, cancer du sein. Voilà. Alors, vous viviez une vie paisible avec votre famille, tout allait Fait. bien. Voilà, pas de soucis, rien du tout. On part en vacances, tout va bien, la vie est belle. On rentre pour faire un examen de contrôle comme chacun, Oui. enfin chacune le fait, voilà. Et puis tout d'un coup, ça tombe, quoi. C'est un cyclone qui arrive. C'est quelque chose de brutal parce qu'on n'est pas. Même si quelque part on a un peu toujours cette inquiétude quand on va faire les contrôles, mais généralement on nous dit évidemment. bon, tout va bien, on repart. Et tandis que là, on n'est pas préparé. Et puis voilà, il se passe qu'il va falloir affronter ça. Et au tout début, c'est très dur. Alors, vous êtes allé passer cet examen de contrôle, on va Voilà, dire, c'est banal. voilà, hein. voilà, Vous y êtes banal. allé seul Cette première fois, oui. Bah, oui, vous oui, y alliez oui, comme on normalement. va chez le bah oui, oui. dentiste pour se faire Voilà, enlever une oui, oui. carie. Ah oui, non, la parce que c'est une première fois, carie. oui, effectivement, je suis allée chez le gynéco. C'est le gynéco qui l'a détecté et qui m'a demandé de faire un examen complémentaire, quoi, une mammographie et tout ça, quoi. Et Donc là- déjà dans la tête. Et là, oui, justement, voilà. comment ça s'est passé Dans la tête, disons que déjà quand le gynéco palpe et repalpe, elle dit rien, elle ne dit pas, bien sûr, je pense qu'il pourrait s'agir d'un cancer, elle dit juste, j'aimerais avoir une Elle vous oriente. Elle m'oriente vers le radiologue pour une mammographie, et voilà. Et quand, je prends un rendez-vous très rapidement parce que c'est pas question d'attendre. Et quelque part dans le cerveau, ça se prépare, mais on n'y croit pas encore. Quoi. Oui, mais entre cette sortie de la visite de contrôle, la visite technique, contrôle Oui. technique, on va dire, et
Et la Alors, radio. à prendre le rendez-vous, vous avez vu votre époux, vous avez vos Oui. enfants. Et là, comment vous êtes Là, comporté? là, j'en ai encore pas vraiment parlé dessus avec Ah, l'époux, bien sûr. J'ai dit, il faut vraiment il faut un contrôle, mais tant que ça, on n'a pas posé des mots tout de suite en fait dessus. Hein. Je me rappelle plus là, mais je pense que ça a été très très court. J'ai dû obtenir ma radio, je veux dire peut-être 2-3 jours. Ça m'a semblé long, mais dans ma ça tête, vous a pas donné le non, temps de, non, dans ma tête, c'était de pas faire encore un schéma. Non, dans ma tête, c'était encore pas ça, quoi. Hein. Je pense que j'ai commencé à vraiment me dire, bon, ben, effectivement, il va falloir affronter ça. C'est vraiment chez le radiologue. Hein. Quand j'ai Quand passé... il a posé le diagnostic ou avant qu'il Non, le pose? avant qu'elle le pose. Avant, c'est même pas le radiologue, hein, c'est les, je sais pas comment on appelle ces dames. Manipulateurs. Oui, voilà. Manipulateurs. Voilà, elle vient, elle fait un premier examen, enfin une première séance de. Elle repart, elle analyse, elle revient, elle a dû revenir 3 fois. Donc à chaque fois un petit sourire, mais bon, on sait que c'est pas normal, quoi. Déjà dans ma tête, je me préparais, mais il n'y a rien eu de dit. Après, le radiologue est venu m'examiner. Bon, je le connais très très bien parce que j'avais eu un antécédent. Enfin bon, bref, je le connais très très bien. Il est venu, il est très toujours très direct, mais il n'a pas dit. Je pense qu'il s'agit d'un cancer. Le mot n'a pas été prononcé. Il m'a dit on peut pas savoir tant que ça n'a pas été qu'on n'a pas opéré. Il y a sûrement quelque chose à enlever. Il faut retourner vers le gynécologue et elle vous en dira plus. Mais le mot n'a pas été dit, quoi. Et je me rappelle que je suis sortie. Là, mon mari était dans la salle d'attente. Bon, je me parle dans mon bouquin. Attente et patience. Hein, c'est vraiment ces 2 mots qu'il va falloir apprendre à gérer. Je lui ai dit, c'est pas normal. Et puis c'est tout, quoi. Hein. Et donc, on est reparti avec nos radios. Et je suis retournée chez le gynéco avec ces fameux résultats. Elle n'était pas là, c'était le soir. Donc, je posais les résultats. Et là, par contre, voilà. C'est là que je m'écroule. Je me rappelle que donc mon mari est parti chercher, on était en voiture, il s'est arrêté à la station-service pour faire le plein. Et c'est là, j'ai les radios, et c'est là que moi je comprends que voilà. Vous intégrez que, c'est un cancer. C'est un cancer. Par contre, en rentrant chez moi, avec les garçons, donc à l'époque c'était 3 garçons. Voilà, 20 ans, 17 et 14 à l'époque, j'ai dit... sans doute une cochonnerie, peut-être un cancer, mais je n'ai pas dit c'est forcément un cancer. Vous l'avez dit vite, vous l'avez balancé le mot pour vous en débarrasser. Pour m'en débarrasser, et puis on n'était pas encore, enfin j'étais pas encore vraiment persuadée. Il y a encore un petit coin d'espoir dans la tête. Oui. Je suis pas encore persuadée que c'est vraiment ça, quoi. Le mot a pas été dit, quoi. Donc alors. Ça vous a emmené à d'autres rendez-vous, je suppose. Voilà, donc là... Donc les jours qui se sont écoulés avant les autres rendez-vous. Ça, c'est la période, je pense, moi, la plus difficile parce que... donc après, je suis retournée vers mon gynéco qui ce jour-là, ne consultait pas. Donc elle avait toujours mes résultats, mais moi, je l'avais pas vu. Donc je lui dis, bon, je vais aller voir mon généraliste. Donc du coup, la secrétaire, c'est là que la secrétaire appelle la gynéco et c'est par téléphone. C'est par téléphone, je suis un peu comme dans votre couloir, là. C'est même pas une salle d'attente, je suis au téléphone debout et c'est là que la gynéco, elle va pas dire le mot cancer, mais elle va me dire, je vous dirige, moi je dirige mes malades sur Saint-Cloud. Donc elle m'assène au fur et à mesure des vérités, c'est-à-dire elle m'explique. Donc à l'époque on habitait Dreux, hein, donc Saint-Cloud ça fait à peu près peut-être 100 km. Elle m'explique que c'est facile d'y aller, donc qu'il va falloir y aller souvent. Comme le petit poussé. Voilà, au fur et à mesure des petits trucs. Donc dans la tête, ça commence à se préciser en fait, hein, mais elle dit pas c'est un cancer. Voilà. Alors moi ma question est pourquoi ne dit-elle pas c'est un cancer? Ce fameux mot. Je ne sais pas. Ce mot, il n'a été prononcé que. Alors après, je suis retournée vers ma généraliste. Elle m'a dit des fois on a des bonnes surprises et ce n'est pas cancéreux. Voilà. La seule fois où, c'est possible. Voilà, c'est la seule fois où on a parlé cancer. Sinon, la gynéco n'a jamais employé ce mot, jamais. Alors, serait-il, disons, dans leurs études, on apprend peut-être à pas dire le mot? Je ne sais pas. Et c'est un mot, donc moi je resitue, hein, donc maintenant ça fait 14 ans moi, hein, oui. Alors je ne sais pas si ça a évolué, mais c'est un mot déjà... pas vraiment, je pense ça a un tout petit peu évolué parce qu'il y a quelque temps, donc les médias, on ne mourait pas du cancer. On mourait d'une longue maladie. Maintenant, on commence à mourir du cancer. Hein, maintenant, on commence à prononcer le mot. Mais il y a 14 ans, on n'entendait pas que Monsieur Truc était décédé d'un cancer, était décédé d'une longue maladie. Rien que le mot, on ne veut pas le prononcer. Je ne sais pas s'il y a eu du mieux, peut-être un peu, mais c'est pas violent. C'est pas violent. Hein, non, voilà.
la décision, parce que je pense qu'il y a une décision, j'ai lu votre livre, je sais, il y a une décision en famille, il a fallu en parler, il y avait toujours ces coquelicots. Alors, pourquoi en attendant les coquelicots? Parce que ça, on ne l'a pas dit aux auditeurs de Radio Coquelicot. Alors pourquoi en attendant les coquelicots? C'est une réaction curieuse de ma part, mais bon, maintenant, ça a été spontané, mais bon, après, je l'ai un peu analysé. C'est-à-dire que si maintenant, on va dire, mettons, au mois de décembre, vous avez envie de fraises, de cerises, vous allez en trouver. C'est pas la saison, elles seront pas forcément bonnes, mais vous allez en trouver tout de janvier à décembre. Les coquelicots, chez un fleuriste, vous en avez pas. Ils sont vraiment dans un espace-temps très court. Oui. Donc c'était la fin de l'été. Et moi, quelque part, je me suis dit, je vais pas revoir les coquelicots. Et ça, c'était pas possible. Donc, dans ma tête, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut former un pont. On sait qu'on va vivre des moments difficiles, que le traitement, ça va être lourd, difficile, mais il faut penser à après. Et moi, je me suis dit, après, je vais revoir les coquelicots. Ce sont les coquelicots qui vous ont aidé? Les premiers, sincèrement. Parce que j'aurais pu penser, je vais pas voir mes enfants grandir, se marier, avoir des petits-enfants. Bien sûr que j'ai pensé à tout ça, c'est sûr. Mais la première chose, parce que c'est ça qui définissait l'espace-temps. Oui. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis après, c'est vrai que les coquelicots, c'est la vie. Enfin, moi, ce rouge éclatant, c'est la vie, quoi. C'est quelque chose de, c'est vivant. Donc voilà. Et une petite anecdote à ce sujet-là. Donc, j'ai donc appris, c'était fin août, début septembre, et en fin d'année, j'étais en plein cœur du traitement, au 1er janvier. On fait toujours plus ou moins le point de l'année écoulée et les projets de l'année à venir. Et on avait un petit Velleda dans la cuisine. Et moi, j'ai marqué, j'attends les coquelicots. Et j'ai un fils, à l'époque, l'aîné, il est vraiment, moi j'appelle toujours mon merle blanc parce qu'il est très, très moqueur. Et en dessous, il avait marqué, moi je veux des pamplemousses. Et donc, je lui ai expliqué, moi, la valeur, ce que je pensais des coquelicots, je lui ai expliqué. Donc, je ne sais pas si c'est lui, mais cette phrase a été effacée et mon petit Velleda avec moi j'attends les coquelicots, il est resté. Il a fallu attendre au moins 4-5 ans qu'on refasse les papiers de la cuisine pour que quelqu'un ose enlever le petit Velleda et l'effacer. C'était vraiment c'était vraiment le symbole. C'est un symbole. Quand on parle de coquelicots, c'est fort. Ah oui, les coquelicots, moi, c'est vraiment quelque chose. Et là, alors, dans le studio de c'est pour ça Coquelicot, quand j'ai entendu Radio Coquelicot, c'était pour moi, quoi. Et bien sûr, c'est pour vous. Et les coquelicots n'attendaient que vous. Voilà. Voilà, comme ça, tout le monde sait la petite histoire. Et je dis ce livre, une belle couverture avec des coquelicots somptueux, vraiment, en attendant les coquelicots. Donc, c'est le titre, Récit de vie de Monique Claire. Donc, ça y est, dans votre maladie, on sait où vous en êtes. Alors, quel chemin vous allez prendre? Vous allez décider, vous, de prendre pour vous en sortir. Parce que ce que nous disions en antenne, c'est bien souvent nous qui décidons de notre guérison ou pas. Voilà. Je le dis, je sais que tout le monde n'apprécierait pas forcément cette formule, mais il faut bien le dire, parce que dans 90% des cas, nous sommes les acteurs de notre guérison. Tout à fait. Ça suffit pas forcément, bien sûr, mais ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Parce qu'on peut être consommateur de médicaments, mais on peut être aussi consommateur. Voilà. Ce qui est complètement différent. Voilà. Et moi, j'ai très vite décidé. Au départ, j'ai été submergée de gens négatifs. Moi, j'ai lu dans les yeux des gens, t'es foutu. Moi, je sais lire dans les yeux des gens un peu trop, à mon avis. Mais je l'ai lu trop souvent. Ça rend service. Ouais, je l'ai lu trop souvent. Et donc, très vite, j'ai décidé d'oublier ces gens-là, de les mettre sur le côté. Mais il y avait des proches, mais les négatifs, non, il faut pas. On a besoin de toutes nos énergies pour lutter, pour tout ça. Donc, ces gens-là, tant pis, on les met sur le côté. Certains, je les ai retrouvés après, d'autres pas, mais c'est pas grave. Voilà, il faut rester positif. Il faut se préserver. Il faut se préserver. Moi, je me suis dit, reste un petit peu égoïste, pense à toi, et puis voilà. C'était une question de survie. Voilà, tout à fait. Question de survie. Oui. Donc, vous avez commencé votre traitement. Voilà, vous avez commencé votre traitement. C'était à domicile, ça se passait comment? Ça a commencé. Vous faisiez comment? Ça a commencé par l'opération, une opération, et c'est là aussi que c'est difficile parce que c'est donc tant que je fasse les mammo, tout ça, ça devait être début septembre, mi-septembre peut-être. Et voilà, le premier rendez-vous dans le centre anticancéreux, c'était le 8 octobre, donc 3 semaines. Oui, ça faisait 21 jours, je marque dans mon livre. Et ça, 21 jours, on sait qu'on est malade, on sait que le cancer, ça grignote, et on fait rien.
on n'a pas de traitement, on attend. Et là, c'est vraiment très lourd, très long cette attente. C'est vraiment très très long. Après, une fois que j'ai été prise en charge par ces gens, on arrive, c'était marqué réunion des compétences en cancérologie. Bon, là, ça y est, le mot est dit. C'est marqué en gros sur les murs, mais on se sent prise en charge. Et puis, c'est vraiment des gens hyper compétents, vraiment attentifs. Et bien là, moi, sincèrement, c'est là que je me suis dit, de toute façon, c'est bon. Je me suis dit, pour ces gens-là, le cancer, c'est pas la bête noire qui gagne tout le temps, quoi. Bien sûr que non. C'est ça. Je me suis dit, tu vas être pris en charge par les plus grands, et puis, t'as plus qu'à, voilà, on est sur les rails, il faut écouter, mais j'ai pris les choses au jour le jour parce que c'est difficile. Il y a des traitements, il y a des moments difficiles. Donc, je n'ai pas voulu me projeter sur l'après. C'était vraiment au jour le jour, quoi, les traitements, quoi. Et alors, votre époux, vos enfants, pendant cette période, comment vous avez pu canaliser tout le monde? Parce qu'en fait, c'est vous qui canalisez. Oui, voilà. Au début, ça a été difficile parce que, je parle du premier repas où je les ai vus, je les ai imaginés tous les quatre, c'était pas possible ça. Et puis après, ils ont formé mais vraiment une équipe. Vraiment, hein, c'était, ils se sont, on a toujours été liés, mais ils ont vraiment formé une équipe. Mon mari, je peux pas trop savoir comment il a ressenti les choses parce que c'est un rock. C'est un rock, donc il s'accorde pas le droit de faiblesse. Et moi, je trouve que, j'ai toujours dit, hein, et puis je le redis encore, je préfère très nettement avoir été le malade plutôt que proche de malade. C'est encore, moi je pense, encore plus difficile parce que le proche, il s'accorde pas le droit à la faiblesse, il s'accorde pas, il est là, quoi, il est. Faut pas qu'il montre qu'il a de la peine. Voilà, c'est pas facile. Moi je trouve que ça doit être très difficile. Puis savoir que un de ses enfants est malade, ça doit être très très difficile. Et donc mon mari, je sais pas trop, il a été vraiment hyper présent et il a suivi tout. C'est pour ça à chaque fois je dis nous parce qu'il était toujours avec moi. Il a appris à faire du pain. Ah oui. Une des choses qui a été difficile, une des choses qui a été difficile, c'est mon fils, l'aîné à l'époque avait 20 ans, c'est un commercial, toujours très bien. Hein. J'ai essayé de lui apprendre à repasser ses chemises, ça j'ai pas réussi. Il a pas réussi, c'est la seule chose. Je lui ai dit écoute, essaie de te trouver une copine parce que ça il a pas su. Mais sinon ils ont pris en charge tout. Je veux dire. Alors votre mari c'était le pain. Ils ont fait la cuisine, ils ont fait le ménage, ils ont fait parce que je ne savais pas qu'après là, ça c'est un autre souci, mais je savais pas qu'après au retour de l'opération, je reviendrais handicapée. Ça on me l'a pas dit, quoi. Je suis. C'est-à-dire que quand on apprend qu'on a un cancer, on vous apprend, on va vous opérer de ceci, cela. Si c'est, on m'a dit, si c'est vraiment cancéreux, parce que on n'était pas sûr encore à 100%, on vous fera le curage ganglionnaire. Donc ça, moi, j'ai écouté d'une oreille, mais à l'époque, je voulais surtout qu'on me prenne en charge et j'avoue que j'ai pas posé de questions. Et en fait, ce curage ganglionnaire, c'est 50% des défenses immunitaires qui s'en vont. C'est un bras, moi je dis mon bras gauche est décoratif, il me sert plus du tout, quoi. Je ne peux plus ni lever, et j'étais pas du tout préparée quand je suis rentrée, j'étais handicapée, quoi. Je peux plus lever le bras. Il y a des tas de choses. Vous voulez tendre le linge, il faut les deux bras. Vous voulez ranger le linge dans l'étagère du haut, il faut lever le bras. Ça, On a besoin de tous nos membres, de tout, un pouce, un doigt. Ça, j'étais pas préparée, et donc ils ont bien réagi. Ils m'ont bien aidée sur tous les plans. Vous avez de bonnes jambes, par contre. Voilà, c'est pour ça. Vous voyez, j'y vais. Moi, je pars du principe qu'il faut regarder ce qui est positif, ce qui fonctionne. Moi, ce qui fonctionne, c'est la tête, donc j'écris, et les jambes, donc je marche. Oui. Eh bien, écoutez, la vie est belle. Alors donc, on va quand même rester sur cette maladie parce que ça va certainement aider des personnes qui vous écoutent. D'abord, les auditeurs entendent bien qu'on s'amuse, là, qu'on rit. Mais justement, il faut pas que le mot cancer, ça soit forcément. Là, je reviens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je reviens du gala de Villefranche-de-Rouergue où tout le monde chante contre le cancer. Et vous aviez, je ne sais pas, je crois à l'Olympia, il y avait 400 petits gamins. Là, je ne sais pas combien ils étaient, mais 400 petits cancéreux. Mais ils vous donnent une leçon de vie. Et le président, il disait, mais moi, je veux qu'on fasse du bruit, je veux qu'on chante, je veux qu'on rie, je veux. C'est tout sauf la mort, quoi. Je veux dire, c'est ça qu'il faut. Bien sûr, alors, on va me traiter encore d'utopiste, de trop optimiste, mais ça fait rien. Ça fait rien. On peut en guérir. Et bien faut sûr que qu'on les en gens. Guérit. Moi, je connais des gens. Elles sont guéries, mais elles ne veulent plus en parler. Donc, du coup, on entend parler dans les médias, sur les journaux, tout ça.
que de monsieur X qui est décédé, de madame X qui est décédée. Mais les gens qui, eux, s'en sont sortis ne veulent pas en parler. Donc, on ne va pas pouvoir faire évoluer l'image du cancer si on n'en parle pas. Mais bien sûr, c'est un peu comme la maladie alcoolique. On n'avance pas. Oui, on n'avance pas. On n'avance pas. On n'avance pas. Et puis, il faut bien admettre que dans votre cas, donc, vous avez été traité, vous avez suivi, vous avez attendu les coquelicots. Mais il faut bien noter que vous avez un mental fort. Je ne le savais pas avant. Non, mais c'est vrai. Avant les coquelicots. Non, mais c'est vrai. Je pense que tant qu'on n'est pas devant, on n'est pas confronté à un gros problème, on ne se connaît pas. Je pense. Non. Hein, c'est au moment où on est face à un mur ou quelque chose de grave ou autre que finalement on se découvre qu'on a de l'énergie. Il y a des gens, ils nous disent, moi j'aurais pas pu, mais si, bien sûr. On n'a pas le choix. C'est l'instinct de survie. Voilà. C'est pas le courage, c'est quand on a le choix, mais là on n'a pas le choix. De toute façon, c'est se bagarrer et puis basta, quoi. C'est, enfin, moi je vois les choses comme ça. Alors vous avez eu des traitements, vous avez un kiné aussi qui vous a suivi. Il était bien parce que oui, il était super. Il a vraiment, moi j'en connaissais pas. C'est vraiment le hasard des pages jaunes. Et ce kiné, disons, je dis toujours que, à part mon équipe, j'ai eu 3 jokers. Donc l'amie qui est venue me voir régulièrement tout le temps, une de mes sœurs, la seule, moi j'étais devenue anti-téléphone, je m'écroulais, la seule qui ça fonctionnait, et le kiné. Lui, il a vraiment su, parce que j'ai toujours, je rencontrais des gens dans la rue, des amis, j'ai toujours plaisanté, mais lui, je pouvais pas. Il me disait, t'as beau mettre de l'attrape-couillon, je sais qu'aujourd'hui ça va pas bien, quoi. Voilà, c'est ça. Lui, il savait vraiment exactement mes hauts, mes bas. Il savait bien, quoi. Mais c'est important. Ah oui. Il était extra. Bon, en tant que kiné, il était peut-être pas meilleur qu'un autre. Il était très bon, mais il y avait autre chose. Voilà. Il y avait l'humain. Voilà, il y avait l'humain. Et je pense qu'en traitant déjà l'humain, on avance bien pour les soins. Oui. Ça, c'est important. Donc, vous en êtes sorti. Ben oui, vous êtes là. C'est un doux euphémisme. Et alors, dans la progression de votre traitement, vous avez vu que ça avançait positivement. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça s'est passé comment, ce traitement? Parce que le traitement... Vous avez des prises en charge, vous l'avez dit. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu des hauts? Est-ce qu'il y a eu des bas? Il y a eu plein de hauts, plein de bas. Il y a plein de petits épisodes. Par exemple, je parlais tout à l'heure du début de l'année. Au début, moi, c'était les « ça va ?» Ça, j'ai beaucoup souffert avec les « ça va ?» Ça va? Ça va? Voilà. Puis quand vous posez cette question, généralement, vous avez 2 secondes. Vous pouvez pas dire « non, j'ai un cancer ». C'est pas possible. Donc, voilà, c'est vous qui êtes obligé de prendre sur vous pour attendre un autre moment pour annoncer que non, ça va pas. Et il y a eu aussi le 1er de l'an, par exemple. Bonne année, bonne santé. J'ai même eu une bonne chance avec des larmes dans les yeux, donc ça veut vraiment dire, quand même, t'es quasiment perdu, quoi. Hein. Oui. C'est bon courage. Bon courage, voilà. Donc il y a plein de petits, les anniversaires des enfants aussi. À chaque fois, on se dit, est-ce que l'année prochaine je serai là? On a beau savoir qu'on se bat on va se battre avec force, qu'on y croit et tout. On sait quand même que malgré tout, il y en a qui s'en sortent pas, que c'est pas que une question de courage. Je veux dire, quand les séances de radiothérapie, c'était bien là. Enfin, c'était bien. C'est là qu'on se rendait vraiment compte c'est-à-dire que quand on est au cœur du traitement, physiquement, on ressemble vraiment à des morts vivants. Franchement, mon mari sera là, il le dirait. Il me dit, moi j'ai vu des gens sur même pas des fauteuils roulants, ils étaient couchés. Une dame qui poussait un monsieur. Ah oui, là là c'est des moments, c'est très fort. Et puis on a envie d'aider, et puis on peut pas, quoi. On est vraiment au cœur du problème. Et alors c'est vrai que si, mettons, la voisine voit cette personne qui est en plein cœur de traitement, j'ai vu monsieur, il est perdu. Parce qu'effectivement, on ressemble à des morts vivants. Hein. Mais donc, il y a des moments très difficiles. Mais, et dans cette salle, c'est vrai que cette salle de radiothérapie, c'est là, on se rend compte que tout le monde a des projets pour le futur. C'est nécessaire pour tenir. Alors il y en a, moi j'irai manger chez Maxime, moi j'irai pas. Oui, le monsieur qui m'a dit, moi j'irai visiter l'Asie. Alors là, moi j'en garde un excellent souvenir parce que physiquement, je vois même plus sa tête au monsieur, mais j'ai encore son éclat de rire dans les oreilles parce que voilà, il y a toute une salle d'attente, on a tous un cancer, poumon, machin, truc. Et là, donc, chacun explique, moi, et lui, il explique son Asie, et moi, je dis, moi, j'attends les coquelicots. Et alors là, il a éclaté de rire, et ça fait un bien fou, quoi. Bien sûr. Ça vaut tous les médicaments. Ah oui, ça nous a la journée était super, quoi.
bien sûr, il y a eu la fin du traitement avec l'aspect positif de cette chose. Et comment vous avez pris cette fin de traitement? Parce que, enfin, je sais pas, mais la fin de traitement, on se dit, voilà, je suis guérie. Mais non, voilà. Non. Est-ce qu'on se dit vraiment, je suis guérie? Non. Le cancer, d'ailleurs, personne ne va vous dire, même au bout de 10 ans. Même au bout de 10 ans, on va même pas vous dire au bout de 10 ans, vous êtes guérie. Hein. Voilà. C'est pour ça que moi, je voulais faire quelque chose de fort. Mais à la fin du traitement, donc le traitement, il faut savoir, c'est tous les jours, vous faites quelque chose. Là, moi, ça s'est terminé par la radiothérapie, donc c'était, taxi, hosto, radiothérapie, taxi, dodo. On fait que ça. On est fatigué, on fait que ça. Et d'un coup, on vous dit, c'est fini. Mais c'est fini, il y a quoi? Personne va vous dire. Voilà, c'est ça. C'est fini comment? On matérialise comment? Il n'y a rien. Le traitement est fini. Le toubib vous dit, dans 3 mois, et c'est tout. Et on se sent lâché dans le vide. On se sent vide, on se sent perdu, en fait. Hein. Alors, les premiers jours, on dort parce qu'on est fatigué. Et puis, c'est vrai qu'on se sent perdu parce que tout d'un coup... et puis, on regrette de plus voir ses compagnons d'infortune, quoi, voilà. Et puis la partie traitement, je pense, vous rassure. Oui. Quand vous êtes en traitement, vous êtes rassuré. On voit tous les jours du personnel médical, on est vraiment pris en charge, on est, comme je dis, presque coucouné, en fait, hein. Et puis tout d'un coup, on se retrouve chez soi, mais rien qui prouve que, pour l'instant, la médecine, elle peut pas plus, il faut attendre. Il faut vraiment attendre, et ça, c'est difficile, quoi. On compte les jours, après on compte les mois, après on compte les trimestres, on compte les années, et puis voilà, quoi, pour arriver tout doucement à la rémission. Et puis, moi, ça s'est bien passé parce que j'ai rien, mais j'ai eu des amies, voilà, elles ont passé 2 ans, 3 ans, et puis pof, une rechute, quoi. Alors, vous aviez des contrôles tous les combien? Au début, donc 3 mois, après 4 mois, après 6 mois. Et donc, quand on va faire un contrôle, donc je dis on, parce que j'ai jamais été toute seule, eh bien, on ressort, on a l'impression d'être validé. Oui. Voilà, on est validé pour 3 mois, 4 mois, voilà. Donc à chaque fois, à chaque fois pendant le traitement, pour toutes les petites échéances, en fait, on avait pris l'habitude d'aller dans cette petite cafette pour prendre un petit gâteau. J'allais vous poser la question, est-ce que vous fêtiez ça? Oui, voilà. Mais vraiment, c'était pas des trucs énormes, hein, c'était vraiment une assiette de profiterole ou voilà. Ah ben, c'est pas mauvais. Voilà, on avait besoin de marquer à chaque fois. Voilà. Ça c'est fait, voilà, on avait besoin de marquer cette épaisseur. Et puis la vie reprenait, on était validé pour 3 mois, 4 mois. Et maintenant vous êtes validé tous les combien? Eh bien maintenant je pourrais être surveillée que tous les 2 ans, mais aussi bien la gynéco que le radiologue. Moi je vois tous les 6 mois... tous les ans le radiologue, tous les ans la mammographie, mais comme ça, je fais ça à 6 mois d'intervalle. Donc ça, tous les 6 mois, je vois quelqu'un. Ça vous rassure aussi. Ça me rassure. Oui, voilà. En fait, c'est ça, vous avez besoin d'être rassuré. Voilà, que rassuré. Parce que je suis devenue comme Madame Tout le Monde. Je peux en avoir un autre, comme je peux plus jamais. Mais voilà, ça me rassure de voir quelqu'un tous les 6 mois. Mais c'est pas nécessaire. En place le principe de précaution. Voilà, c'est pas nécessaire, c'est juste, ça me rassure. Oui, c'est bien de le faire. Alors donc, ça c'est en attendant les coquelicots, un récit de vie, donc de Monique Lair. Après, qu'est-ce que vous avez fait après ça? Donc, il faut resituer, j'avais 46 ans. Oui. Je m'occupais de jeunes enfants. Oui. Et donc, aucun grand pont de la médecine m'a dit vous pourrez plus vous occuper d'enfants. À chaque fois, on me donnait des petits livrets me disant il faut pas vous servir de votre bras gauche, il faut pas porter, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui. Voilà. Et finalement, je me suis rendu compte moi-même que ça voulait dire non, tu peux plus porter un enfant, c'est plus possible. Hein. Je peux plus porter la casserole d'eau chaude pour faire cuire mes pâtes, donc un enfant, c'est pas. Et là, il s'est passé un autre travail sur moi parce que c'était un véritable deuil. C'était la seule chose que je savais faire et c'était vraiment une passion, quoi. Hein. Les enfants, c'était vraiment mon truc. Et je n'avais que 46 ans. Et c'est là que je suis tombée sur... je suis allée à Pôle emploi, et sur une conseillère qui est partie de ce que je savais faire, ce que j'aimais faire, c'est-à-dire lire, écrire. Et j'ai suivi une formation de correctrice. Sauf que c'était il y a 14 ans. Et que j'étais en avance de 10 ans. Maintenant, j'aurais pu travailler sur Internet. Hein, ça aurait été très facile. À l'époque, Internet, je ne connaissais pas aussi peu. Et une fois que j'ai eu ma formation, on m'a proposé du travail sur Paris. Je ne pouvais ni conduire, je ne pouvais pas prendre le train toute seule, je ne pouvais pas monter, j'étais fatiguée. Parce que un des dégâts collatéraux qui me reste, c'est vraiment
le manque d'énergie, je veux dire. Hein. Je vais bien, et puis à un moment dans la journée, j'ai l'impression qu'on m'enlève les piles, et puis voilà, il n'y a plus rien. Et j'ai pas pu mettre en pratique. Voilà. Après, j'ai eu la chance, c'est qu'à l'époque, bon, je crois que ça a été supprimé, mais à l'époque, il y avait c'est ce qu'on appelait l'allocation équivalence retraite. J'avais eu la chance de commencer très tôt. J'ai eu 3 enfants, j'avais mes trimestres, et je suis passée en équivalence retraite. Donc j'ai continué à écrire que pour le plaisir. Je n'ai pas repris mon travail parce que j'ai pas pu. Oui, mais enfin, la formation que vous aviez faite, ça m'a beaucoup apporté. Ça vous apporte encore. Ah, oui, parce oui, que, entre nous, vous avez publié combien de livres au total? Je crois que j'en ai fait 7. Oui. Parce qu'il y a des recueils là, sur Facebook. J'ai lancé 2 défis dont je suis quand même assez fière. Parce que, bon, je redis, moi, avant d'avoir le cancer, j'étais déjà très, très, très en colère après, que ce soit les journalistes, que ce soit les écrivains. Parce que dans une histoire, par exemple, si vous voulez faire disparaître un personnage, vous lui collez un cancer, c'est bon, il va mourir forcément. Ça m'énerve. Dans un film. Et souvent, il n'y a même pas une explication. Il a un cancer. Bon, il est perdu. Donc, le premier défi que j'ai lancé, c'est... voilà. Alors, il y a des vrais auteurs, des gens qui ne sont pas du tout auteurs. J'aurais dit, vous me racontez une histoire, une nouvelle, un poème, une lettre, ce que vous voulez. Le seul impératif, il faut qu'un des personnages ait le cancer et il faut qu'il s'en sorte. Voilà. Et donc, alors c'est marrant parce que ce recueil, je crois que oui, on était 12 la première fois. Et dans ce recueil, il y a des histoires vraies, des histoires complètement fictives. Et sur Facebook, on reçoit des messages de soutien pour des auteurs où là, leur histoire à eux est fictive, quoi. Les gens n'arrivent pas à faire... voilà. C'est-à-dire qu'ils écrivent bien. Oui, voilà. Ils sont des belles plumes. Voilà. Et donc, ce recueil, je crois que c'était le 7e. Et puis là, j'en ai fait un autre. C'est pareil, c'est une dame que je suis depuis très longtemps sur le cancer, que je suis sur des forums... cancer depuis 5 ans, et cette dame, elle a enchaîné les cancers, et un jour, elle me dit, tu sais, Monique, moi, j'ai même plus envie de rire. Et donc, là, elle s'appelle Cathy, cette dame, et là, j'ai lancé un second défi écriture. En parlant, je dis, bon, vous m'écrivez ce que vous voulez, il faut juste que ça soit humoristique. C'est difficile de faire sourire. Mais voilà, on est 13 à avoir sorti un petit recueil, ça s'appelle « Parlez-moi d'humour ». Ah oui. Et donc, à la fin de votre traitement, vous avez fait quelque chose, vous êtes parti, je crois. Voilà. Alors, vous êtes parti où ? Loin. Je crois bien que je le sais. Au bout de 10 ans, donc la médecine ne vous dira pas vous êtes guéri, hein, ça c'est sûr. Et moi j'ai eu envie de marquer le coup, de faire quelque chose de grand, de me lancer un défi que j'aurais pas osé le faire avant. Je pense que j'aurais même pas pensé. Et donc c'était de partir sur le chemin de Compostelle. Voilà. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait et je l'ai réussi, mon chemin. Voilà. Elle est pas belle, la vie. Ah, elle est super belle, la vie. Super belle. Alors là, je pense que avant que vous nous parliez de votre second livre, que je n'ai pas lu, la nuit, nous allons marquer une deuxième pause musicale. D'accord. Un petit matin du mois d'avril, les heures n'avaient plus aucun sens. Ce fut le début de mon exil, après avoir entendu la sentence. Dur de regarder dans la glace ce corps qui venait de me trahir. La maladie avait pris place, je n'avais qu'une envie, m'enfuir. Ce matin-là, je me souviens, la terre s'est mise à trembler. Ce matin-là, je me souviens, toute mon enfance a défilé. Ce matin-là, je me souviens, le pire m'a soudain réveillé. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. Dans les couloirs de l'hôpital, je ressemblais à tous les autres. Ils avaient tous le teint si pâle d'avoir envie d'autre chose. Dans les chambres, les blouses blanches semblaient privées de tout sourire. Mais dans le visage d'un enfant, j'ai lu sa rage de vivre. Ce matin-là, je me souviens, la terre s'est mise à trembler. Ce matin-là, je me souviens, toute mon enfance a défilé. Ce matin-là, je me souviens, le pire m'a soudain réveillé. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. Un petit matin du mois de juin, les heures
place, je n'ai qu'une envie, c'est vivre. Ce matin-là, je me souviens. Ce matin-là, je me souviens. Ce matin-là, je me souviens. Le pire m'a soudain réveillé. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. C'est dans l'adversité que l'on saisit sa chance. Des petits bouts d'éternité que l'on saisit dans l'urgence. Une terrible envie de crier comme une deuxième naissance. Une terrible envie de marcher. La vie reprend tout son sens. Ce matin-là, je me souviens, la terre s'est mise à trembler. Ce matin-là, je me souviens, toute mon enfance a défilé. Ce matin-là, je me souviens, le pire m'a soudain réveillé. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. Ce matin-là, je me souviens, la terre s'est mise à trembler. Ce matin-là, je me souviens, toute mon enfance a défilé. Ce matin-là, je me souviens, le pire m'a soudain réveillé. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. Ce matin-là, je me souviens, la terre s'est mise à trembler. Ce matin-là, je me souviens, toute mon enfance a défilé. Ce matin-là, je me souviens, le pire m'a soudain réveillé. Ce matin-là, je me souviens, je ne l'ai pas oublié. Ce matin-là, je me souviens, je ne l'ai pas oublié. Ce matin-là, je me souviens, je ne l'ai pas oublié. Donc nous sommes toujours en compagnie de Monique Lair pour son livre En attendant les coquelicots, récit de vie, dont nous avons terminé de vous donner des explications concernant ce livre. Comme je vous disais en début d'émission, elle m'a apporté un livre sans raison apparente. Mais avant d'aller dans ce livre, nous avons écouté une bien belle chanson qu'on n'entend pas sur les ondes. Hélas. Je pense que si on n'est pas connu, on a très peu de chances de grignoter un petit peu d'espace sur les radios. Et c'est vrai que Fabi, elle a des textes Vous la vraiment... connaissez ? Disons que par Facebook, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle est venue une fois en Bretagne, donc j'ai eu l'occasion d'assister à une fois un de ses concerts. Et c'est vrai que c'est quelqu'un... bon, là, elle parle du cancer du sein parce qu'elle a connu. Donc, je la considère un peu comme notre représentante parce que je trouve que ses chansons sont positives et elle délivre le même message que moi, c'est-à-dire qu'il faut en parler pour en avoir moins peur et puis mieux on en parlera, mieux on connaîtra, moins on sera inquiet le jour où, et là, si ça nous tombe dessus, ça peut arriver, quoi. Alors, Sans raison apparente est un roman que vous avez écrit. Oui. C'est votre dernier ? C'est le dernier, oui. Pouvez-vous nous expliquer la couverture déjà ? Alors la couverture, donc bon, ça a été fait par une amie, illustratrice. Et donc j'avais pas trop d'idées pour la couverture et elle a bien su extraire les éléments principaux, c'est-à-dire que bon, bien sûr il y a deux femmes qui entourent la vie de notre docteur, un docteur bien sympathique. Un joli jeune homme. Un joli jeune homme, voilà. Et donc l'action se déroule à Durtal, mon pays d'enfance, et donc c'est vraiment le château de Durtal qu'on voit voilà. Et en bas de la couverture. C'est un pistolet, il me semble. Un pistolet. Voilà, oui. Puis on voit le visage d'enfant. Voilà, il y a une petite fille. Au début, en fait, l'histoire commence, on voit cette petite fille, et après, il y a des flashbacks dans le temps, quoi. Alors, c'est un roman qui traite de quoi ? Disons que c'est une enquête, c'est pas un thriller, mais c'est une enquête policière, sans en être une, c'est plus psychologique. C'est là où on voit que des fois le personnage va aller dans un sens, il n'était pas prévu pour ça. C'est ça que j'aime bien dans l'écriture, c'est que je démarre quelque chose. Moi, j'ai démarré l'histoire, les premières pages, je parle de cette petite fille. Je pensais sincèrement écrire une histoire d'enfance peut-être, et les personnages prennent vie. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que tout d'un coup, je suis plus maître et puis qu'ils prennent vie, et je suis partie dans il y a des morts brutales dont on ne devine pas, on sait pas pourquoi.
Il y a une enquête, c'est plus psychologique en fait. Et vers la fin, on y trouve la source, on sait pourquoi ils en sont arrivés là, mais c'est assez long à se mettre en place. Mais je crois que ça se lit bien en fait. C'est un petit roman qui se lit bien. Bien se lire. Oui. Et oui, les deux femmes, on voit une brune et une blonde. Voilà. C'est vraiment bien. Voilà. Et puis on peut voir que peut-être il y en a une qui paraît peut-être un peu plus sympathique que l'autre, je sais pas. Oui. Voilà. Oui. Et il y a. Mais on peut se tromper aussi. Voilà. Enfin, j'ai pas lu, mais oui. on peut se tromper. Je pense que la fin surprend beaucoup donc c'est pour ça qu'on n'en parlera pas. Non, bien sûr que non. Et ça se passe dans la Sologne. Donc il y a deux régions. En fait, ça se passe aussi bien en Anjou, donc Durtal, et l'enfance de la plupart des personnages, c'est la Sologne. Et bien belle région. Deux régions où j'ai habité, quoi. Donc voilà, j'ai des bons champignons là. Voilà, des belles forêts magnifiques. Ah, des forêts de Sologne. Forêts de Sologne, voilà. Alors, dites-moi, là nous arrivons pratiquement en fin d'émission. Donc, comme vous avez fait vous-même vos livres, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, bien sûr, moi j'ai la réponse, mais je vais vous laisser le dire. Donc, on peut se les procurer directement donc moi, c'est de l'auto-édition, donc directement chez l'imprimeur, chez The Book Edition. Chez The Book Edition, on tape Monique Claire et il y a tous mes livres qui s'affichent. Oui, il y en a quelques-uns d'ailleurs. Oui. Et puis sinon, moi j'ai un stock de chaque, donc soit on peut me joindre par mail. Je ne sais pas si je dis l'adresse mail. Bien sûr, vous le dites. Donc c'est Monique Claire, MONYCLAIRE, en un seul mot, @yahoo.fr. Et comme je dis toujours, les auditeurs sont partis chercher un crayon et un papier. Donc je recommence. Vous allez le répéter. Vous avez votre crayon, c'est bon. Ils ont le crayon. Donc Monique Claire, MONYCLAIRE, le tout attaché, @yahoo.fr. Et vous avez quelques pages sur lesquelles on peut vous trouver, je pense, parce que vous en parliez dans l'émission. Oui, sur Facebook. donc sur Facebook, j'ai un site internet qui est très, très complet. Donc c'est Monique Claire, pareil, MONYCLAIRE.com. Donc là, il y a toutes les informations, il y a des extraits, il y a des débuts de mes livres, comment se les procurer. Et puis il y a aussi plein de choses. On parle des chemins de Compostelle, on parle de plein de choses. Ça, évidemment. Je sens qu'on va partir après l'émission. Mais vous avez le livre. Hein. Ah ben non, c'est pour les auditeurs, le livre. Oui. Mais s'ils sont mignons, autrement je les récupère. D'accord. Vous entendez, si vous êtes mignons. Donc voilà. Alors, vous avez dit au total que vous aviez quand même à peu près 7-8 livres. Oui. Et une question, vous écrivez tout le temps? Vous continuez d'écrire? Vous avez des projets en écriture? Alors bon, maintenant, je suis dépassée par mes lecteurs, c'est-à-dire que, bon, j'ai un autre roman qui est en cours d'écriture, mais donc on part tous les ans, avril-mai, sur le chemin. Et avant de partir, eh bien, j'ai des lecteurs qui m'ont dit: tu nous fais, c'est même pas c'est une obligation, tu nous fais un livre photo reportage. Bon, ça y est, ça c'est fait, c'est en vente, elles l'ont déjà reçu, c'est bon. Et tu nous fais un livre récit, donc la même chose que j'ai donné de mon premier chemin. Je suis en train d'écrire le récit de notre chemin de cette année qui part de Genève, en passant par le Puy, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc voilà, 1100 km à résumer, donc je crois que je suis à 200 km de l'arrivée, donc je tiens le bon bout. Donc, c'est bon. Mais une petite anecdote dont on parlait hors antenne qu'il faut donner aux auditeurs, le choix des vêtements. Parce que moi, je me suis posé la question, j'ai dit, vous devez partir avec un sac lourd, mais lourd. Dites-moi le choix des vêtements, comment vous faites le petit chemisier. Ça, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Donc, bon, il faut que ça soit très léger parce que les gens parlent du chemin, la marche. Non, ce qui compte, c'est le poids du sac. Et donc, le poids du sac, moi, j'ai fait mon sac avec la balance de cuisine et le pèse-personne. Si un chemisier fait 180 grammes, un autre 165, je vais prendre celui de 165. Et ça, pour les paires de chaussettes, pour tout. Et alors, combien de changes vous emmenez? Un seul. Et donc, c'est toujours sec le lendemain. On lave, on arrive, comme on marche de bonne heure, j'arrive à 14h, à 15h, notre linge est asséché. Et soit c'est l'hiver, il y a du chauffage, donc c'est sec le lendemain, soit c'est pas l'hiver. Le plus difficile, c'est quand il y a plus de chauffage et que il pleut. Là, on a eu quelques... Mais bon, ça sèche sur le sac à dos dans la journée ou sous le poncho. Parce que vous le mettez sur le sac à dos voilà. avec des petites pinces. Des épingles à linge, voilà. Ça doit être mignon. Mais oui, c'est vrai mignon. Que votre livre, là, il y aura des photos. Oui, voilà. Ah oui, vous viendrez nous le présenter. Ah bah oui, moi je
je suis libre comme l'air. Bon, si vous venez à pied, on peut avoir un petit peu plus de temps. Oui. Mais si on est en voiture, ce sera tout ça. Voilà. Donc, vous viendrez le présenter aux auditeurs de Radio Coquelicot. Sans souci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que vraiment, vous êtes une personne qu'on pourrait écouter toute la journée. Déjà, toute moi, la je nuit. vous remercie de m'avoir invité. Moi, de venir Radio Coquelicot, c'était un rêve déjà. Oui. Donc voilà, ça, je vous remercie tous, tous les Et deux. ben, nous vous remercions surtout d'être Voilà, et puis là. je pense qu'on a fait un peu, j'espère avoir donné un petit peu l'envie aux auditeurs de me lire, quoi. Bon, et puis sinon, moi, c'est le plaisir d'écrire. Donc, je dis toujours, quelqu'un qui lit un de mes livres et qui revient m'en acheter un autre, pour moi, c'est le bonheur, parce que ça veut dire que j'ai su les intéresser, quoi. C'est tout. Et puis, vous avez une écriture qui est très fluide et qui donne envie d'aller plus loin. Oui, voilà, dans je la cherche lecture. pas de, Non, c'est pas compliqué. Je veux dire, je me lance pas dans des grandes descriptions, je vais C'est la somme des directement grandes au descriptions. fait, voilà. Et bon, bah, c'est mon style. Après, on aime ou on n'aime pas. Bien, écoutez, moi, je vous remercie d'être Mais c'est venu. moi. Je vous dis au revoir Au revoir. et à très bientôt. Merci. Alors, avant de conclure cette émission, comme je le fais régulièrement, je me dois de dire quelque chose à l'antenne. J'ai eu beaucoup d'invités, on a toujours beaucoup d'invités qui viennent présenter leurs livres. Et en partant, alors certains, nous avons un livre d'or, tout Moi, le monde j'adore Marc. met Ah oui. quelque chose sur le livre d'or. Et bien souvent après, j'ai des lecteurs qui m'envoient des mails et c'est à l'attention de Vincent. Alors souvent, il me dit, c'est récurrent, hein. Ils me disent, oh là là, mais le jeune technicien, on lui a pas assez parlé, il est vraiment formidable. C'est pas moi qui le dis, hein, Vincent, hein. Il est vraiment formidable. Alors on voudrait que vous disiez à l'antenne, parce qu'on écoute votre radio, que vraiment on le remercie pour son accueil et tout ce qu'il fait pour nous. Alors je tenais à le dire Voilà. à l'antenne. Ben oui, Voilà. bien sûr. Ce sont les... Moi, je les- suis arrivée une demi-heure à l'avance. Il m'a bien accueilli, Ah oui. hein. Très Ça, bien. c'est- Hein. Non, c'est impeccable. Et son travail est sûrement parfait, sans souci. Et hein. vous savez qu'il ne ménage pas sa peine, hein. C'est bien possible. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu magique parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas, en fait. Hein. Voilà, c'est un monde. Moi, c'est magique, quoi. Hein. C'est magique. Et hein, là, voilà. on parle dans un micro, mais s'il n'y avait pas Vincent... Ça marcherait pas. Bon, Ben non. alors moi, j'ai passé le message pour nos invités. C'est passé. Donc, je vais conclure. Donc, je dis à tous et à toutes, chers auditeurs, je dis à très bientôt avec une autre histoire, un autre auteur, sur Radio Coquelicot 99 FM, votre radio du Val-de-Sioule. Aujourd'hui, Radio Coquelicot vous offre un livre. Téléphonez au 04 70 90 71 35 et répondez à la question suivante. Quel est le nom de notre invité? Bonne chance à tous!